Eh bien, bienvenue à tous, bonjour. Pour ce cours d'hébreu avancé, on a commencé par faire une petite mise en contexte de l'hébreu massorétique au sein des langues sémitiques et de l'hébreu de manière générale. Et après donc cette introduction théorique, je me suis dit qu'il était temps de passer à des textes. C'est le mieux, hein, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de regarder des textes. Alors, pour la plupart d'entre vous, effectivement, c'est nouveau de travailler sur un texte hébreu qui n'a pas de point voyelle, qui n'a pas de cette vocalisation massorétique. C'est toujours un peu un choc au début. On va y aller tranquillement et vous allez voir qu'on va prendre le rythme. J'ai choisi un texte qui est un texte qui n'est pas très différent du texte biblique auquel vous êtes habitué, texte hébreu biblique. Donc on va retrouver, voilà, c'est à peu de choses près, on va dire, de l'hébreu massorétique, mais sans, sans la vocalisation massorétique, donc c'est de l'hébreu biblique. Il n'y a pas de difficulté majeure, bon, si ce n'est qu'il peut y avoir des mots que vous ne connaissez pas, etc. Tout dépend de votre niveau en hébreu biblique, justement. Si vous connaissez bien l'hébreu biblique, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. En tout cas, n'hésitez pas, on va y aller tranquillement, verset par verset, ou enfin, phrase par phrase, parce que là, en l'occurrence, il y a pas de verset. Et puis voilà, donc comme dans tous les cours de lecture du texte hébreu, l'idée c'est qu'à tour de rôle, les uns les autres, vous puissiez faire une proposition, lire le verset. On va le vocaliser, on va mettre les voyelles massorétiques. C'est un bon exercice de mettre les voyelles massorétiques parce que justement, ça montre ce qu'on a compris. Si vous vocalisez un verbe, que ce soit vocal ou au piel, bah, vous avez une idée sur la bonne conjugaison et donc le sens du verbe. Donc ça, c'est un très bon exercice. C'est un peu difficile au début. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave, c'est normal, tout le monde en fait. Et justement, on est là pour ça, pour progresser ensemble. Alors, d'abord, je vais afficher le texte, je vous l'ai envoyé, je l'ai mis sur Moodle en tout cas, et ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas, vous m'avez demandé de vous l'envoyer, donc je l'ai fait. Voilà à quoi ressemble le texte. Alors, quelques petits détails de présentation, si c'est nouveau pour vous, si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur des textes en dehors de la Bible, et notamment sur des manuscrits, parce que là, on parle d'un texte réel, physique, pas d'un texte virtuel. Et ben donc, effectivement, ici, on va conserver la présentation du texte tel qu'il se présente à nous sur le manuscrit. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, c'est ça le texte sur lequel on travaille. Bon. Alors évidemment, idéalement, on pourrait travailler directement sur les photos. Alors, sauf que je peux même peut-être vous montrer des photos. Je ne sais pas si je les ai là. J'ai fait les photos. C'est un manuscrit donc de Qumran qui est à la Bibliothèque nationale et de France donc, et donc pour lequel j'ai fait des photos. En tout cas, j'ai fait des photos de l'ensemble des manuscrits de Qumran à la Bibliothèque nationale en imagerie multispectrale. Donc celui-ci devrait être dans le lot, mais il faut le trouver évidemment, ce qui n'est pas chose aisée vu le caractère euh, fragmentaire du texte. Bon, et puis c'est pas le but. Là, on n'est pas dans un cours d'épigraphie, donc le but n'est pas d'apprendre à déchiffrer le texte. Ça pourrait être intéressant, on pourrait le faire dans un autre cours. Alors attendez, je regarde qu'est-ce que j'ai comme manuscrit. Ça c'est manuscrit 15, 16. Donc les manuscrits sont numérotés. Ça c'est le manuscrit numéro 22. Ah ça y est, j'en suis à 25, donc je l'ai dépassé. Voyons voir, où est-il? 24. Bon, alors c'est pas celui-là non plus. Est-ce que ça pourrait être celui-là? 14. Ah bah c'est bizarre. Il faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression qu'on saute. Bon, enfin bref, je regarderai plus tard. Donc, les manuscrits sont donc très fragmentaires, comme vous pouvez le constater. C'est le cas de la plupart des manuscrits de la mer Morte. Si vous ne connaissez pas les manuscrits de la mer Morte, bah, vous devriez les connaître tous, mais disons que euh, donc le site de Qumran est au bord de la mer Morte, sur les rives orientales de la mer Morte. On y a découvert un grand nombre de manuscrits qui datent du tournant de notre ère. Pour certains, on peut remonter quelques siècles avant Jésus-Christ. Je vais juste vous montrer où ça se situe. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, si vous pouvez y aller, c'est bien d'ailleurs.
Donc voilà, donc on est ici, vous avez donc le Jourdain qui coule du nord au sud, qui se jette dans la mer Morte, actuellement qui fait la frontière entre Israël et la Cisjordanie d'une part et la Transjordanie de l'autre côté, qui s'appelle la Jordanie tout court aujourd'hui. Qumran est là où il y a le petit cœur. Et donc tout le long des rives de la mer Morte, des rives occidentales de la mer Morte, donc vous avez des grottes, et dans ces grottes, on a découvert des rouleaux. Euh, Ici, du côté du Wadi Mourabad par ici, du côté d'Engedi par là, Nahal Hever, Masada. Donc Toulon, bonjour, prenez place. Ah, bah, je vous en prie, cherchez. Et donc ici, vous avez plusieurs sites. Le plus important d'entre eux est donc Qumran, celui qui est tout au nord, 11 grottes euh, à manuscrits, des centaines de grottes à vrai dire, hein, tout le long de la mer Morte, mais en l'occurrence 11 qui ont livré des manuscrits. Et la première grotte, les grottes sont numérotées par l'ordre dans lequel elles ont été découvertes. Et donc la grotte numéro 1 a été découverte avec l'aide de l'armée, il me semble un contingent belge au printemps, au début 49, janvier ou février 49, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier. Et donc mené par le père Roland Deveau, archéologue, directeur de l'école biblique archéologique française, directeur du musée d'archéologie de la Palestine. Et donc, le père de Vaux a donc trouvé dans cette grotte des manuscrits. Ces manuscrits ont été étudiés, publiés en 1955 dans un volume qui s'appelle Discoveries in the Judean Desert, DJD pour les intimes, volume 1. Et ces manuscrits ensuite ont été, pour certains, vendus à la France. Parce que le père Roland de Vaux devait donc financer ces fouilles archéologiques. Cette zone-là a donc été annexée par la Transjordanie. Hein. Là, on est au début 49, hein, au moment où on fait les fouilles. Début 49, c'est juste quelques mois après la création de l'État d'Israël en mai 48. Quelques mois auparavant, l'ONU avait décidé la création de deux États, un État juif, un État arabe, donc en novembre 47. Un État juif est créé, un État arabe devait être créé, il a été créé, à vrai dire, et même en double, puisque en Cisjordanie, donc le roi de Transjordanie à l'époque, se fait couronner roi de Palestine à Jéricho. Jéricho, c'est par ici. Et dans le même temps, les Égyptiens créent un autre État palestinien à Gaza, donc avec un autre État. Donc il y a deux États de Palestine qui sont créés, mais qui sont en fait annexés. L'État de Gaza est annexé concrètement par l'Égypte, intégré dans ce grand projet de fédération d'États arabes. Et le roi de Transjordanie réunit ces deux royaumes. Il est roi de Transjordanie, il est roi de Palestine, et donc il réunit les deux royaumes. Il appelle ça le royaume de Jordanie. C'est le nom actuel encore du royaume hachémite de Jordanie. Donc d'un point de vue politique, au moment où le père Roland de Vaux fait ses fouilles, cette zone-là fait partie donc du royaume du roi de Transjordanie et de Palestine, donc de Jordanie tout court si vous voulez bien, qui n'est pas très intéressé pour financer. Il y a un département des antiquités qui existait déjà à l'époque du mandat britannique entre les deux guerres mondiales. Le directeur des antiquités, Lancaster Harding, est le même, il n'a pas changé. D'ailleurs, il était directeur des antiquités à l'époque du mandat britannique, qui reste en place au début. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et à l'époque, donc, les Jordaniens sont peu enclins à financer. Donc, le père Roland de Vaux a l'idée de dire on pourrait vendre des manuscrits à la France, qui va donc, et là, avec l'argent, on va financer les fouilles archéologiques. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que des manuscrits de la grotte 1 sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. On a à peu près 300 fragments, dont ce manuscrit. Alors, là, tous les manuscrits qui ont été vendus à la France sont à peu près dans cet état-là. Voilà, c'est des petits fragments. Alors, comment on fait quand on a des petits fragments? Eh ben, c'est comme un puzzle, hein. On essaie de rassembler les pièces du puzzle, de voir où ça va. Quand vous faites un puzzle, si vous avez le modèle du puzzle, c'est assez facile, hein, de placer les pièces au bon endroit. Là, on n'a pas le modèle du puzzle parce que ce n'est pas une œuvre littéraire qu'on connaît. On ne peut pas dire, ah bah, je connais très bien cette œuvre littéraire, c'est le livre de je ne sais quoi, machin truc, la Genèse, Josué, les psaumes, ou je sais pas quoi, donc je connais la suite. Là, on n'a pas de modèle. Mais on reconnaît, on dit c'est le même script qui a écrit, c'est la même taille de lettre, le même interligne, peut-être même le même parchemin si on peut juger de l'épaisseur du parchemin, etc. Donc il y a des données matérielles qui disent que ces fragments vont ensemble.
On peut avoir des doutes, on peut passer à côté de certains fragments. Et d'ailleurs, à l'époque où ces manuscrits ont été publiés, il y avait un fragment qui avait été édité séparément et on n'avait pas vu qu'en fait il faisait partie de ce manuscrit-là. Donc il a été ajouté par après en disant ah mais en fait il fait partie de ce même manuscrit. Et puis ensuite on essaie de combler les trous. Et donc bon voilà, celui qui a édité ce manuscrit si mes souvenirs sont bons, c'est Milik, Joseph Milik, un prêtre polonais qui faisait partie de l'équipe du père Roland de Vaux, qui était un des meilleurs déchiffreurs, en tout cas le meilleur de sa génération, qui a cette connaissance intime des manuscrits, des fragments, de la couleur, etc. Donc c'est lui qui a fait le gros du travail de rassembler les fragments, même de les inventorier. C'est lui qui a inventé le système de numérotation des manuscrits et des fragments. Donc voilà, c'était un vrai pionnier. Et d'ailleurs, il y a un documentaire en préparation en Pologne pour parler un peu de sa vie, de son œuvre. J'ai été interviewé récemment pour ce projet de documentaire. Alors donc voilà, donc on se retrouve face à ces petits fragments, on les met ensemble, et une fois qu'on les met ensemble, on essaie de combler les trous. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Quand vous regardez votre texte ici, vous avez une numérotation. La numérotation, c'est la numérotation des lignes. D'accord? C'est pas la numérotation des versets. Donc ça, c'est un premier problème. Nous, on est habitués, quand vous faites de l'hébreu massorétique, vous avez des versets. Et les versets sont des unités littéraires. Il y a une phrase qui commence et qui s'arrête. Or là, ça ne va pas forcément être le cas. Autrement dit, quand on arrive à la ligne 2, c'est pas parce qu'on arrive à la ligne 2 qu'on commence une nouvelle phrase. La plupart du temps, c'est la suite. On continue comme vous, quand vous êtes en train de prendre des notes, vous arrivez à la fin de la ligne, vous continuez à la ligne suivante. Bon, nous, en français, on met un point de séparation quand on a fini sa phrase. Il n'y a pas de ponctuation à l'époque. Parfois, on met un petit peu d'espace. Voilà, on laisse un blanc. On peut aussi aller à la ligne. Comme ça, vous verrez des manuscrits où le script va à la ligne. Donc là, on est content parce qu'on dit, ah bah oui, s'il va à la ligne, c'est donc que pour lui, là, il y a une unité littéraire qui se termine, une autre qui commence. Parfois, on laisse une ligne blanche même, hein, une ligne vierge. Donc, ça veut dire que là, on commence un nouveau paragraphe ou un nouveau chapitre, ou appelez ça comme vous voulez. Bon. Mais en tout cas, ça va être intéressant parce que ça va remettre en question également la ponctuation du texte à laquelle on est habitué. Les massorètes ont décidé pour nous, le verset commence là, s'arrête là. Vous savez que vous avez l'atnarque, vous avez des certains nombres comment dire, de signes de cantillation qui vous disent s'il faut scinder un verset en deux, la proposition, quand est-ce qu'elle commence, le sujet du verbe, etc. Voilà. Là, vous n'avez pas toutes ces indications-là. Donc, c'est une première difficulté. Ensuite, vous avez des difficultés de lecture, et donc qui sont symbolisées par des petits signes diacritiques que vous voyez au-dessus. Alors, qui pourraient de loin ressembler à de la cantillation massorétique, sauf que ce n'est pas le cas. Vous voyez, ce que vous avez au-dessus, ça n'est pas un révilla, c'est juste un point qui vous dit, cette lettre-là, je ne suis pas tout à fait sûr de la lecture. Je pense que c'est un mème, il y a de bonnes chances que ce soit un mème, mais il y a quand même une petite hésitation. Donc ça indique une hésitation quant à la lecture. Peut-être que ce n'est pas un mème, mais c'est quand même probable. Celle d'à côté, on vous met un cercle carrément au-dessus. Alors là, le cercle, c'est un doute sérieux. C'est-à-dire là, je pense que c'est un vave, mais à vrai dire, je peux tout aussi bien me tromper. Et parfois, c'est pratiquement uniquement le contexte qui me fait penser que ça doit être un vave. J'ai une trace de lettre, je vois quelque chose. Euh, pour une raison ou une autre, je pense que c'est un vave, mais très franchement, voilà, c'est pas clair du tout quand on regarde le fragment. Donc c'est ça que ça vous dit. Donc c'est petit point, lecture probable mais incertaine. Petit cercle, donc ça n'est pas un cercle massorétique, hein, c'est un indice, un signe que la lecture est très incertaine. Et puis là, vous avez carrément des crochets. Et alors, ce qui est entre crochets, ce sont des mots qui ne sont carrément pas là du tout. Donc ça, entre crochets, le texte n'est pas là. C'est donc un texte qui est complètement restitué. Alors, vous allez dire, bah oui, mais d'accord, mais pourquoi va restituer ça? Vous voyez, pourquoi ce mot-là? Pourquoi ce mot-là? Ça, il faut poser la question à l'éditeur, en l'occurrence à Joseph Milik. Il faut lui dire, mais pourquoi vous avez décidé de restaurer ça? Évidemment, on va le faire. Alors, quand on a, ce que je disais tout à l'heure à propos d'un puzzle, quand vous avez un modèle de texte, quand vous avez une œuvre littéraire connue, même si vous avez un trou, bah, vous savez le mot qui manque, hein, c'est comme quand, je ne sais pas si vous avez appris les versets par cœur, l'Éternel est mon, je ne manquerai de rien, bon, berger, quoi, psaume 23, voilà, ça c'est. Donc si j'édite un fragment, un manuscrit du psaume 23 et qu'il y a un trou à un moment donné, je sais quoi mettre entre crochets, voilà. Bon. Alors cela dit, même quand on croit savoir ce qui est entre crochets, on peut avoir des mauvaises surprises.
C'est-à-dire que parfois la longueur du trou ne correspond pas avec le mot qu'on voudrait restituer. Ouais, donc ça, il y a parfois des problèmes à ce niveau-là, donc il faut tester. Moi, j'ai développé, il y a longtemps de ça déjà, une vingtaine d'années, une méthode qui consiste à échantillonner l'écriture du scribe, donc disons avec des images numériques. Hein, donc on prend des images numériques, donc avec un logiciel, on échantillonne l'écriture du scribe et on écrit comme le scribe écrit, et on voit si le trou, si la lacune est bien comblée par le texte qu'on veut combler. Et des fois, on a des surprises. Des fois, il n'y a pas de place. Il y a une lacune, il y a de la place que pour, moi, je ne sais pas, trois, quatre lettres, mais on voudrait mettre 8 lettres dedans. On dit, ah, bah non, ah, ça marche pas. Et là, il faut trouver autre chose. Et donc, on va le signaler, on va dire, ah oui, bon, moi, j'aurais voulu faire ça, mais la lacune ne correspond pas. Donc, vous pouvez voir dans des publications, si vous vous intéressez à l'hébreu biblique, puisque c'est ce qu'on fait, regardez, par exemple, j'ai écrit un livre sur Josué, chapitre 10, et vous verrez, je fais plusieurs simulations de restitution, j'ai différents fragments, j'essaie de combler les trous, et je vois, à partir, comme c'est le livre de Josué, chapitre 10, je connais le texte massorétique, je connais la version grecque, voilà, j'essaye avec les modèles de texte que je connais, les versions, les recensions que je connais, et je vois si ça rentre. Et si ça rentre pas, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Donc ça c'est un travail important à faire, difficile à faire. Dans un cas comme celui-là, on n'a pas de modèle de texte, donc il y a une plus grande part de créativité, on va dire. C'est là que la science devient un art aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire preuve de créativité, d'imaginer ce que ça pouvait être sur la base de parallèles. Et là, vous allez le voir assez vite. Quand on analyse ces fragments, on a une bonne idée du contexte, du type d'écriture, du type de syntaxe, et donc il y a une phraséologie qui nous est familière, même si ce n'est pas de l'hébreu massorétique, même si ça ne correspond pas exactement à un verset que vous lisez dans la Bible, ça va avoir un goût de Bible quand même, et donc si vous connaissez bien votre Bible, vous connaissez toutes ces expressions, toute cette syntaxe, etc. Et donc vous imaginez assez bien ce qui pourrait manquer dans la lacune. Donc c'est comme ça qu'on essaye, tant bien que mal, de combler les lacunes et de mettre entre crochets. Mais voilà, retenez que ce qui est entre crochets, ça, c'est le choix de l'éditeur. Et donc, si vous gardez en tête le fait que, où sont les photos là? Si vous gardez en tête le fait que, voilà, ce que vous voyez ici, n'est-ce pas? Là, pour la ligne 1, je vais vous montrer hein, concrètement. Vous voyez que le début, vous avez ça entre crochets, et ensuite vous avez Al ici, et là, vous le voyez, le Ayin est ici, et le Lamed est là. Je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien parce que le fragment est en mauvais état. Vous avez donc le Ayin ici et le Lamed. Bon, le Lamed, il est facile à repérer parce que c'est la seule lettre qui a une haste hein, qui monte au-dessus de la ligne. Et puis après, derrière, il faut lire Moshe. Alors là, on se dit, oulala, on a un peu de mal à voir. Alors, il faut dire que la photo, moi, ça, c'est un scan d'une planche d'un livre. Donc, ce n'est pas forcément les meilleures photos qu'on puisse imaginer. Mais euh, bref, et donc ensuite il faut continuer à monter. Et là, vous arrivez, vous avez ici, vous avez un shin, faut me croire sur parole presque, hein, c'est ce que vous avez retrouvé ici, le shin. Ensuite, vous avez le nun et le he, vous allez voir. Là, vous avez le nun ici comme ça. Alors le nun, il ressemble pas mal à celui que vous connaissez, sauf qu'en haut, il n'a pas de tête en haut, hein. Il n'a pas de tête. Il a juste un fût et une base. Et là, le he, voilà, avec la traverse et les deux jambages. Hein, vous voyez ici, là, le he qui est ici. Euh, la différence, c'est que le trait de gauche, normalement, nous, on fait le trait de gauche avec un petit espace, hein, il ne touche pas. Le jambage de gauche ne touche pas la traverse, alors que là, le jambage gauche, il touche. Mais la traverse, elle est proéminente ici. Et puis ensuite, de nouveau, vous avez un lamed ici qui dépasse. Là, c'est le lamed que vous voyez ici. Bon. Et donc, ça, c'est la ligne 1, vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez voir. Donc la ligne 1 est très fragmentaire. Et après ça, vous avez la ligne 2 ici, vous voyez? Là, qui commence avec un ayin et un shin. Là, on les voit à la ligne 2, ayin, shin, etc., etc. Et donc, pareil, ici, vous arrivez un peu plus loin. Il y a de nouveau un trou. Et puis ici, vous avez ici, là, vous reconnaissez le shin et le lamed. Ça, vous les voyez bien ici, là, vous voyez? Vous avez le shin, comme ça, le lamed. Ça, c'est un aleph. Vous le voyez ici, le Aleph, il est bon. Le même, il est bon aussi. Vous voyez, tac. Et puis, vous avez un petit trait derrière. Vous voyez, et le trait, on vous dit, bon, bah, moi, je pense que c'est un resh.
Voilà. Et il vous a mis un petit point au-dessus en disant, bon, ça pourrait être autre chose qu'un resh, hein. Donc, évidemment, avec un seul jambage, on pourrait imaginer que ce soit, moi, je sais pas, un hé ou ce qu'on veut. Mais bon, là, en l'occurrence, il dit, dans le contexte, je suis quand même assez sûr de mon coup, ça doit être un resh. Bon, voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la présentation d'un manuscrit, numérotation des lignes, les crochets, les points, les cercles, etc., l'édition d'un texte? Oui? Tout ça, c'est évolutif, c'est-à-dire que ces manuscrits sont repris régulièrement parce qu'il y a des progrès de l'imagerie, du traitement de l'image qui permettent de... Oui, donc la question, je répète pour ceux qui nous écoutent, c'est de savoir est-ce que ces textes sont repris régulièrement avec des nouvelles technologies, etc. Alors oui, absolument. C'est sûr que la première édition des textes, elle s'est faite sur plusieurs décennies, hein. Ça a commencé dans les années 50, et puis ça a été jusque dans les années pratiquement 2000 pour avoir l'édition des derniers manuscrits qui n'avaient pas encore été édités. À vrai dire, aujourd'hui encore, il y a quelques fragments, enfin beaucoup même, de tout petits fragments, mais vraiment des miettes, hein. Vous avez une lettre dessus qui n'ont pas encore été édités parce que personne ne veut rien en faire. Mais effectivement, ça a pris beaucoup de temps. Et après, on a créé des outils, des concordances, etc. Il y a des outils informatiques, effectivement, qui se développent, qui font qu'on reprend l'édition. Par exemple, ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur un manuscrit de la Grotte 4 de Qumran, un manuscrit en araméen, du livre d'Enoch. Il y avait déjà une édition de ce manuscrit qui avait été faite en 1976 par Milik, toujours lui. Euh, et donc, au moment où il travaillait dessus, moi, je n'étais même pas né. Donc, voilà. Et donc, évidemment, moi, quand je suis arrivé, effectivement, des outils informatiques. Alors, j'étais un des premiers à le faire, à vrai dire, de dire, mais quand même, aujourd'hui, même pour avoir des images numériques, ça n'existait pas à l'époque. Moi, j'ai numérisé des microfiches. J'ai dû trouver un scanner parce que c'était sur des microfilms. Je ne sais pas si vous voyez, les jeunes ne savent pas ce que c'est. Donc, on en était là à l'époque. Bon. Mais moi, évidemment, j'avais une formation en informatique, donc je me disais, mais oui, il faut pouvoir exploiter les outils informatiques. Donc, il y a, comment dire, de nouvelles éditions qui sont faites. À un moment donné, on s'est même demandé s'il ne fallait pas refaire une édition intégrale. C'est Oxford qui a publié ces grands volumes des DJD, là. Donc, il va y avoir une quarantaine de volumes énormes qui ont été faits, comme je vous ai dit, entre les années 50 et les années 2000. Et on s'est dit, bon, bah, maintenant, il faut recommencer à zéro. Et il y a eu un projet qui s'appelle Dead Sea Scrolls Editions chez Brill, mais qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Ils ont fait deux, trois volumes. Il y a une autre maison d'édition, il y a Ben Svi qui a fait de nouvelles éditions, Elisha Qimron a fait plusieurs volumes d'éditions de textes hébreux, de textes araméens, etc., avec sa propre édition. Donc voilà, chacun y va maintenant. Il y a des nouvelles éditions qui sont faites. Bon, moi aussi, hein, je fais des nouvelles éditions, mais il n'y a pas de projet centralisé, disons. Il n'y a pas de projet centralisé qui ferait une nouvelle édition vraiment à frais nouveaux de tous les manuscrits. Voilà, ça c'est. Et même on se pose la question de savoir est-ce que ça a un sens de faire une édition papier aujourd'hui, parce qu'effectivement les choses évoluent, vous le disiez, ça change, la technologie évolue, et donc les supports numériques permettent de mettre à jour beaucoup plus facilement. Donc les Israéliens ont un projet, Jonathan Bendov, donc un collègue israélien, a un projet d'édition électronique en fait, en ligne, une sorte de où on peut mettre les photos, le texte, on clique. Si on hésite justement entre plusieurs lettres, on peut cliquer pour basculer d'une lecture possible à l'autre et de voir, enfin, ouais, etc. Voilà, on peut bouger les fragments. Donc son idée, c'est d'avoir une sorte d'environnement de travail numérique qui permettrait comme ça de faire ce type de travail d'édition. Mais bon, pour l'instant, c'est encore en version bêta et ça fait des années que c'est en bêta et je ne sais pas si ça sortira un jour la version bêta. Donc oui, il y a un vrai travail à faire, mais c'est un travail tellement énorme que bah voilà, je sais pas, voilà, bon, voilà, ça prendra pour toujours, on va dire. Voilà. En tout cas, voilà, ça c'est la recherche. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à reprendre. Moi, personnellement, pratiquement à chaque fois que je mets mon nez dans un manuscrit, je vois des améliorations possibles. Ah, pour ma thèse de doctorat, sur un manuscrit, j'ai une centaine d'améliorations par rapport à l'édition d'origine. Vous voyez, donc c'est pas juste, oh, j'ai lu, j'ai une ou deux remarques à faire, une centaine quand même. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut donner sur le millier de manuscrits de la mer Morte qu'il y a. C'est un travail colossal. Autre remarque ou question par rapport à ça? Non? C'est bon. Ok. Alors donc, bah maintenant, on va y aller gentiment. Qui nous propose une lecture pour la première phrase, ou en tout cas les premiers mots? Vous voulez y aller? Très bien. Alors, on va s'arrêter là. Donc, Vayikra al-Moshe. Alors, très bien. On va le vocaliser. On va se mettre ici.
Donc le manuscrit, c'est 1Q22, donc c'est sa référence. Euh, 1, c'est première grotte de Qumran, 1Q, première grotte de Qumran, manuscrit numéro 22. La colonne 1, donc c'est la première colonne, parce que les rouleaux étaient évidemment en colonne, et on est à la ligne 1. Donc c'est comme ça qu'on va noter les références. En abrégé, on va souvent écrire 1Q22, 1, tout simplement. Vous voyez, ça, c'est en abrégé. Alors donc ici, je vais écrire en hébreu. Alors comment on va vocaliser ça? Qu'est-ce que vous mettez Vayikra. Déjà, peut-être l'analyse, c'est-à-dire comme Vayikra, c'est le verbe kara. Bon, très bien. Donc on reconnaît le verbe kara. Quelle conjugaison? Oui, du kal, très bien. Kal vayictol, d'accord. On est au kal vayictol. Bon, donc si c'est un vayictol, quelle est la vocalisation du vav dans un vayictol? Non, c'est pas un kamatz. Ah, alors je vois, pardon, je vois qu'il y avait une question qui avait été posée par Flavie, que j'ai pas vue. Alors juste pour ceux qui sont à distance, je n'ai pas l'œil sur la fenêtre avec les. Donc ouvrez votre micro et posez votre question. Je réponds avec 3 minutes de retard. La question, je lis la question. C'est pourquoi les numéros des fragments ne correspondent pas à l'ordre? Je ne sais pas si je suis très clair, mais la lecture ne semble pas cohérente avec la numérotation des manuscrits. Alors effectivement, je reviens sur mon histoire de puzzle. Faut vous imaginer hein, qu'on a des centaines des piles, on fait des fouilles archéologiques, on trouve des piles de fragments. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va on va leur donner des numéros. En théorie, il faudrait même numéroter tous les fragments de façon continue, quelle que soit leur appartenance au manuscrit. Dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé. Moi, j'ai toujours plaidé pour que tous les fragments soient numérotés individuellement, c'est-à-dire qu'ils aient un numéro qui soit unique à ce fragment. Maintenant, c'est pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par regrouper les fragments par manuscrit. Imaginez, vous prenez, je sais pas, des puzzles là, et vous mélangez tous les puzzles ensemble, parce que c'est ça. Quand on fait des fouilles, c'est, on a une grosse pile de fragments. Dans la grotte 4, il y avait des dizaines de milliers de fragments dans la grotte 4, 15 000 d'après Roland Devaux. Donc vous avez 15 000 fragments. Donc vous avez à chaque fois des puzzles comme ça, vous avez 1000 puzzles, je ne sais pas, mélangés, enfin voilà. Bon. Donc effectivement, quand on a cette pile, pour moi, disons idéalement, il faut commencer par prendre les fragments les uns après les autres et les inventorier, indépendamment de les rapprocher, etc. Bon, alors c'est pas ça qui s'est fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris les fragments ensemble en essayant de ah c'est le même script, c'est la même texture, c'est le même. Donc ils ont fait des petits tas en disant ça c'est des manuscrits. Et ensuite on a numéroté les manuscrits. Donc on a donné une numérotation à chacun des manuscrits. Ça c'est le manuscrit 22. Et à l'intérieur de ce manuscrit on a numéroté tous les fragments. Parfois on numérotait les fragments du plus grand au plus petit, un truc comme ça. Bon. Et après, seulement dans un deuxième temps, on s'est dit, bon, et ces fragments, ils vont où exactement? Si je veux faire un texte cohérent, j'ai un petit fragment qui dit cette phrase-là, je le mets où? Et donc, effectivement, si vous regardez les photos là, de ces fragments, à un moment donné, on s'est dit, ah, celui-là, il va là, et puis, ah, mais en fait, le petit, là, on va le mettre là, ah, puis celui-là, on va le mettre là, et etc., etc., pour faire un texte qui a du sens, vous voyez? Donc, c'est vraiment le puzzle de dire où vont les pièces. Et donc la numérotation, elle a été faite avant qu'on dispose les fragments. Alors, pour moi, idéalement, comme je vous disais, non seulement donc la numérotation n'est pas dans l'ordre de la disposition finale, parce qu'on peut encore changer d'avis, mais même d'une certaine manière, comme je vous disais, un fragment qui a été édité initialement comme appartenant à un autre manuscrit, où il peut avoir reçu un autre numéro, on va dire, je sais pas, manuscrit numéro 72, fragment 14, on dit, ah, en fait, non, c'est pas le manuscrit 72, il appartient au manuscrit 22. Donc finalement, on le change de numéro et maintenant, il s'appelle fragment manuscrit numéro 22, fragment 54. Et, et on se dit, bah oui, mais alors, donc des fois, on a des fragments qui disparaissent, entre guillemets, on regarde les vieilles planches photographiques, on dit, bah, ce fragment, il est passé où? Et on met du temps avant de retrouver le même fragment en disant, ah, mais en fait, quelques années plus tard, ils ont décidé de le bouger, de le mettre dans un autre manuscrit, mais ils ne l'ont pas dit.
C'est-à-dire, donc si on compare, et là, vraiment, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Moi, je me souviens avoir passé des jours entiers à passer en revue des centaines de planches photographiques en cherchant où est le fragment, hein, where is Waldo? C'est vraiment ça. C'est où est le petit fragment? Et pour comprendre qu'en fait, entre-temps, on l'avait changé de place et de numéro, etc. C'est pour ça que je dis, bon, évidemment, la science, l'archéologie en tant que science était pas encore très bien rodée à l'époque. Pour moi, disons, quand on trouve, on fait des fouilles archéologiques, et c'est ce qu'on fait actuellement. Là, je travaille sur des ostracas arabiens, par exemple, découverts à Marécha. On fait des fouilles à Marécha, un site archéologique au sud-ouest de Jérusalem. Dès qu'on trouve des débris de poterie, on leur donne un numéro à chacun. Après coup, on se dit, ah, mais en fait, tel débris et tel pétri, en fait, ils vont ensemble. Très bien, mais ils gardent leur étiquette, leur label, leur numérotation individuelle, ce qui fait qu'il y a une traçabilité de chacun des fragments. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. Et donc je vous dis, les étudiants à distance, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro et vous me parlez dans mon oreille. Alors oui, donc je reviens donc à ce qu'on disait, Vaïkra, c'est du Vaïktol, la vocalisation du Vav, et c'est la caractéristique du Vaïktol, c'est qu'on n'a pas, normalement, la conjonction de coordination, en hébreu, elle se vocalise avec un shva. Ça, c'est la vocalisation standard de la conjonction de coordination. La conjonction de coordination, elle se vocalise avec un shva mobile, c'est-à-dire un shva voisé, je ne sais pas comment vous le dites vous, donc un shva qui en fait résulte de la chute d'une voyelle. La voyelle primitive, c'est un A, d'accord? La conjonction de coordination, c'est un wa, normalement. Voilà, ça c'est la conjonction de coordination dans toutes les langues sémitiques pratiquement. Voilà, c'est assez classique. Dans les langues sémitiques, vous avez c'est vocalisé wa. Vous l'avez encore en arabe aujourd'hui, par exemple. Bon. En hébreu, le a est tombé, donc on met juste un shva. Mais le a se maintient quand c'est justement du vaïktol. Parce qu'on va dire que c'est une conjonction forte qui appuie, d'accord? On va insister sur cette conjonction de coordination pour dire attendez, c'est pas un petit et comme ça. Non, non, non. C'est un vav consécutif. C'est une conjonction consécutive qui indique que le verbe est la suite logique ou chronologique du verbe qui précède. Donc c'est ça l'idée du vav consécutif. Donc je maintiens la voyelle primitive, qui est un A, et un A, par défaut, je mets un patard. Le kametz n'est pas le A primitif. Le A de base, c'est un patard. On va mettre un kametz dans un certain nombre de cas. En hébreu biblique, on va mettre un kametz au lieu d'un patard quand on est dans une syllabe ouverte, par exemple. Oui, en général, quand on est dans une syllabe ouverte. Voilà, ça va être le cas où, éventuellement, une syllabe qui est fermée, mais qui est accentuée, voilà, qui a l'accent tonique. Donc là, on va éventuellement mettre un kametz. Mais sinon, on met un patard. Et pour indiquer que ce wa, ce vav est fort et qu'il appuie, on va le vocabiliser comme l'article défini ha devant, c'est-à-dire que le ha appuie et donc on met un dagesh. D'accord? Donc la vocalisation du vayiktol, c'est patar dagesh. Ok? Donc c'est comme ça qu'on va le vocaliser, vayikra. Ensuite, pour ce qui est de la préformante, donc le yod, on a vu que la racine c'est kara, donc le yod c'est la préformante du yictol. Et au cal, comment on vocalise la préformante? Avec un chirek. Très bien. Donc on met un chirek, on est content. Ensuite, là on a donc nos trois consonnes. Quelle est la vocalisation de la première radicale? Un shva. Très bien. Et là, c'est un shva qui est sans, hein, c'est-à-dire que il ne résulte pas de la chute d'une voyelle, il n'y a jamais eu de voyelle, c'est juste, on indique que la syllabe est fermée. Donc, yik, tol. Yik, syllabe fermée, tol. Voilà. Ensuite, ici, la deuxième radicale, on va lui mettre quoi comme voyelle? Un kametz. Alors, quelle est la voyelle classique, on va dire, du yik, tol? La deuxième radicale, elle est vocalisée comment normalement? Si vous apprenez votre tableau de conjugaison, qu'est-ce que vous mettez comme voyelle d'habitude? On met un O, on met un cholem. Pourquoi ici, on ne met pas un cholem? À cause du aleph. Alors effectivement, on est en syllabe ouverte. Alors
pas tout à fait impossible de mettre un O, mais il faut savoir que il y a la voyelle thématique, ce qu'on appelle la voyelle thématique du yictol. En principe, c'est un O qui dérive d'un OU. Hein, normalement, c'est yaktul, la forme primitive en proto-sémitique. Si vous faites du proto-sémitique, c'est yaktul. Donc, c'est un OU qui devient O en hébreu. Donc, la voyelle thématique la plus classique, c'est un O. Mais il y a des verbes aussi qui ont une voyelle thématique A. Les verbes d'état, notamment, peuvent avoir une voyelle thématique A. Et à ce moment-là, c'est pas yictol, c'est yictal. D'accord? Donc ça, c'est possible d'avoir une voyelle thématique A. Et à partir du moment où c'est possible, eh ben, on va la favoriser. La présence du aleph, qui est une gutturale, va favoriser une voyelle thématique A. Les gutturales, donc le aleph, le he, le chet, le aïn, aiment bien la voyelle A. Ils attirent la voyelle A parce que ce sont des gutturales qui sont formées en refermant la gorge, là, et c'est difficile de faire une voyelle fermée, hein, un O ou un OU, alors qu'au contraire, on a plutôt tendance à ouvrir pour resserrer le gosier, là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que souvent, même en fin de voyelle, si vous avez un aïn en fin de syllabe, par exemple, et que vous êtes censé avoir un ou, vous allez mettre le patar furtif, le fameux patar furtif, ou, parce que je dois faire un ou, et ensuite, et donc je suis obligé de retirer, vers, non, on est obligé. Il y a un petit mouvement de la mâchoire qui fait qu'on est obligé de faire un A. Donc, bref, on va préférer un A de manière générale. Et comme c'est possible, comme on peut aussi avoir une voyelle thématique A à l'inaccompli, ben, on va préférer la voyelle thématique A. Donc, on va mettre une voyelle A. Je vous disais tout à l'heure, en principe, une voyelle A, c'est un patar. Mais, je vous ai dit aussi qu'on va l'écrire kametz quand on est en syllabe ouverte. Et là, c'est le cas. Le aleph, ça c'est une des caractéristiques du aleph, non seulement c'est une gutturale, mais le aleph, en fin de syllabe, tombe. Normalement, le aleph, on bloque juste le passage de l'air. Hein. C'est pas, le aleph, c'est vraiment très léger. Hein. C'est pas comme le aïn ou le chet. C'est pas une consonne qui est dure. Il est juste là pour normalement un petit coup de glotte comme ça, tac, pour bloquer le passage de l'air. Euh, et donc, en fin de syllabe, on est un peu paresseux. Hein. Donc, en fin de syllabe, il tombe. Alors, ne me regardez pas comme ça, hein, tout le monde fait ça, en français aussi. Le français est même spécialiste. Le nombre de mots dont on laisse tomber les sons à la fin, des consonnes, les poules du couvent couvent, elles couvent, ENT à la fin, on se termine avec le V, vous voyez. Elles couvent, on termine avec le V. Et les autres lettres, alors, elles disparaissent? Bah oui, elles disparaissent. Bon. Donc ça, c'est dans beaucoup de langues, on fait ça. À la fin des mots, on fait tomber les lettres. Et donc, le Aleph, lui, est la lettre la plus facile à faire tomber, puisque déjà on la prononce pas beaucoup, donc déjà même quand elle est prononcée, ça ressemble pas à grand chose. Mais alors en plus en fin de syllabe, on laisse tomber. Donc le aleph en fin de syllabe devient quiescent, d'accord. Il y a un amuissement, ce qu'on appelle un amuissement, un affaiblissement du aleph. Il est plus prononcé, donc on considère qu'on est en syllabe ouverte. On considère qu'on est en syllabe ouverte, donc le A va s'écrire kametz, vayikra. Excusez-moi, monsieur. Oui, je peux expliquer syllabe ouverte, syllabe fermée. Et j'entends une question aussi, oui, je vous écoute. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un aleph à la fin du mot et un he? La différence entre un aleph et... Je vous entends pas très bien. Et à la fin du mot, à la fin des syllabes. À la fin du mot, la différence entre un aleph et un he en fin de syllabe. C'est ça votre question? Exactement, c'est ça. Alors, le aleph et le he sont des consonnes à la base. Hein. Donc le aleph, c'est uniquement... on bloque le passage de l'air. Imaginez, je fais A, A. Vous avez vu? J'essaie de dire un A et je bloque avant d'aller. A, A. Voilà. C'est ça le aleph. Le he, on souffle. Comme vous avez des lunettes, vous soufflez pour nettoyer vos lunettes. Bon. Donc le aleph et le he, c'est pas la même chose, normalement. Ça, c'est quand c'est des consonnes. Maintenant, comme je vous disais, le aleph étant simplement on bloque le passage de l'air. Donc là, typiquement, vayikra, je suis censé bloquer. Bon, voilà, je bloque pas et puis c'est tout. Bon, voilà. Donc c'est ça qui se passe. Le aleph, voilà, va tomber très facilement en fin de syllabe. Le he peut être maintenu comme consonne en fin de syllabe. Il peut. Mais c'est vrai qu'il va falloir souffler un petit peu. Hein. Donc, voilà.
Donc c'est vrai qu'on on peut maintenir le hé, mais la tendance est quand même pareil, au lieu de souffler comme ça, voilà, on dit ah, et puis c'est tout. Donc le hé va aussi avoir tendance à tomber. Quand c'est pas le cas, on lui met un mapic. Hein, le petit point dans le hé, c'est pour dire attendez, 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 il faut quand même essayer de le prononcer le hé. On va quand même essayer de souffler un peu. On va dire on le fait même pas. Je veux dire, même quand il y a un mapic, on dit ah attendez le hé, il faut le. Bon, voilà, la nature prend le dessus et donc dans le langage courant comme ça on le prononce pas. Donc même quand il se maintient à l'état de consonne, on le prononce pas. Cela étant, la plupart du temps quand vous voyez un hé en fin de mot, ça n'est pas une consonne, c'est une mère de lecture. Et là il faut bien distinguer les cas où le hé est une consonne qui peut ne plus être prononcée, mais ça c'est une question de réalisation de la consonne, c'est-à-dire vous avez une consonne, est-ce que vous faites l'effort de la prononcer ou pas? Ça reste une consonne. Et le principe des mères de lecture qui est de dire, je vais avoir une lettre qui a la même forme que le hé, les deux se ressemblent, ah oui, j'ai la traverse, les deux jambages, les deux se ressemblent, ah, c'est la même forme, mais c'est pas la même lettre. Dans un cas, j'ai une consonne, dans un cas, j'ai une voyelle. Et c'est le principe des mères de lecture. Les mères de lecture, c'est de dire, ce que vous voyez là, ça n'est pas une consonne, c'est une voyelle. Et donc, cette voyelle ne fait peut-être pas partie de la racine du tout. Elle fait peut-être pas partie du mot. Je vous ai mis ce petit symbole-là, ce graphème, ce qu'on appelle un graphème, c'est-à-dire voilà, un dessin, un petit dessin, qui en l'occurrence a la forme d'un hé, pour vous dire qu'il y a une voyelle à cet endroit-là, mais ça ne fait pas partie de la racine. Voilà. Donc ça, c'est des choses bien distinctes. Et en l'occurrence, assez souvent, et ça c'est un peu le tort, disons, des grammaires hébraïques qui ne le disent pas suffisamment, que la plupart du temps, quand vous avez un hé dont vous pensez qu'il fait partie du mot, il ne fait pas partie du mot. C'est une voyelle, ce n'est pas une consonne. Les hé qui font partie du mot, ça existe, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Et donc, typiquement, quand vous apprenez les verbes faibles, qu'on appelle les verbes à troisième faible, on les appelle les lamed hé, hein, troisième radical hé, c'est faux, c'est pas des lamed hé, c'est des lamed yod ou des lamed vav. C'est-à-dire qu'initialement, la troisième radicale, c'était un vav ou un yod, une consonne vav ou une consonne yod, mais qui est tombée. Et à la place, on met une mère de lecture, et cette mère de lecture, en l'occurrence, va être un hé. Mais évidemment, si on vous dit que c'est un verbe lamed hé, moi, quand j'avais appris l'hébreu biblique, moi, j'étais convaincu que la troisième radicale, c'était un hé. En fait, non, ça existe des verbes à troisième radicale hé, mais c'est rare, c'est très rare. Et donc, c'est pour ça que assez souvent, ça provoque des confusions, et ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, ça peut vous paraître un peu, voilà, ça peut générer de la confusion. Donc, je ne sais pas si mes explications vous paraissent satisfaisantes, ça va? Vous comprenez bien l'idée? C'est pas la même chose, hein, le aleph et le hé, et surtout bien distinguer les cas où on a affaire à une consonne et le cas où on a affaire à une voyelle. Le aleph est rarement utilisé comme mère de lecture. Donc, en général, si vous voyez un aleph même s'il n'est pas prononcé, il fait quand même partie de la racine. Vous voyez, Vaïkra, là, le Aleph, même s'il est plus prononcé, c'est quand même une consonne. Et il fait quand même partie de la racine. OK? euh, Donc, typiquement, si vous aviez écrit Vaïkra avec un Hé, ce serait un autre verbe. Il y a un verbe Kara aussi. Hein, donc, parce qu'il y a le verbe rencontrer et le verbe dire. Hein, donc, il y a deux verbes dont on pense souvent que c'est des homonymes, ou dire, ou appeler, ou lire, etc. etc. Là, c'est la racine Kof Resh Aleph, hein, qui veut dire parler, appeler, lire à haute voix. Enfin, c'est l'idée de parler à haute voix. Hein. C'est ça l'idée derrière la racine. Une racine sémitique connue, vous l'avez dans le mot Coran, Qur'an par exemple. Hein, le mot Coran, Qur'an en arabe, c'est la racine Kara'a, la même racine. Hein, c'est quelque chose qui est lu à haute voix. Le mot Coran veut dire lectionnaire, hein, c'est-à-dire un texte qui est destiné à la lecture publique. C'est ça le Coran, c'est un lectionnaire. Et donc, alors que si je dis je vais à la rencontre de quelqu'un, l'ikrat, etc., le verbe kara, cette fois-ci, c'est un verbe à troisième faible, qui va souvent, et la troisième faible va tomber, la troisième yod va tomber, et on va dire kara, parce que le yod est tombé, et comme c'est un a à la fin, on va mettre une mère de lecture, et quand on a une mère de lecture à la fin, un a, on met un he comme mère de lecture. Et donc vous le voyez écrit kof resh he. Et donc vous pouvez même à la limite croire que c'est le même verbe. Ah bah kara, ça se prononce pareil. Oui, mais c'est pas du tout la même racine. Dans un cas, vous avez un aleph comme troisième radical, dans l'autre cas, vous avez un yod comme troisième radical. Un yod qui est tombé,
et qu'on écrit avec un hé. Donc c'est vrai que ça va se prononcer pareil, mais ce n'est pas les mêmes verbes. Alors si vous faites la confusion, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, tout le monde fait la confusion, et déjà dans l'Antiquité, on faisait la confusion. Alors déjà, dans des manuscrits anciens comme ça, vous voyez qu'à un moment donné, un scribe, mais vous savez, comme tout le monde fait des fautes d'orthographe, hein, enfin, je veux dire, même nous aujourd'hui en français, voilà, on fait des dictées justement pour apprendre la bonne orthographe, mais un enfant qui apprend à parler, cara, bon, pour lui c'est la même chose. Plaine, donc, comme en français, la plaine est pleine, AI, EI, enfin voilà, donc ça c'est des tas de problèmes dans toutes les langues, vous avez ces problèmes d'orthographe, avec des mots qui se prononcent pareil, mais qui ne sont pas censés s'écrire pareil. Vous avez des scribes, ils savent pas, et donc quand on tombe sur des manuscrits, des fois le scribe va faire la même erreur que vous, il va mettre un hé au lieu d'un aleph, ou vice versa, etc., etc. Donc c'est un petit peu difficile pour ça, je l'entends. Donc voilà, on va y aller tranquillement et je vais vous expliquer toutes les règles, ou réexpliquer ou expliquer toutes les règles de grammaire au fur et à mesure en fonction des besoins. Donc voilà, Vaïkra, ça c'est bon pour vous? Des questions sur Vaïkra? Ah oui, il y avait une question aussi. Oui, je vous remercie. Ah oui, syllabe ouverte, syllabe fermée, la différence. Alors c'est facile, une syllabe en linguistique, une syllabe ouverte, je garde la bouche ouverte, je rigole, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire que ça se termine par une voyelle. Une syllabe ouverte, elle se termine par une voyelle. Syllabe fermée, elle se termine par une consonne. Donc, ba est une syllabe ouverte. Bab, c'est une syllabe fermée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, Vayikra, que vous traduisez comment? Et il appela. Très bien. Donc, alors, il appela. OK. Ensuite, comment vous avez vocalisé? Un ségol. El Moshe. Tout le monde est d'accord avec ça? Vous avez mis un patard. Alors, patard ou ségol? Pardon? Ce ne serait pas la même signification. Ce ne serait pas la même signification. C'est-à-dire? Oui, al, c'est sûr, oui. Et elle, c'est vert. Très bien. Alors, c'est plutôt elle alors? Tout le monde est d'accord? Elle, c'est avec un aleph. Très bien. En fait, et oui, la préposition elle, c'est avec un. Alors, effectivement, donc, il y a la préposition elle qui s'écrit avec un ségol en direction de, d'accord? Et c'est vrai qu'elle est fréquemment utilisée quand on s'adresse à quelqu'un, alors qu'avec un aïn, c'est la préposition al qui veut dire sur. D'accord? euh, euh, et là, en l'occurrence, c'est écrit avec un aïn. En tout cas, si on en croit la transcription, et si vous regardez ici, vous voyez, la forme du aïn qui est ici comme ça. Alors, on pourrait, vous voyez, ça c'est un aïn, vous mettez côte à côte, vous voyez, le aïn comme ça, il est écrit comme ça. Vous avez ça, le deuxième comme ça. Alors après, on pourrait dire, ah, mais bon là on voit pas très bien, donc il faudrait voir si on a des meilleures photos. Et le aleph, lui, il s'écrit comme ça, vous voyez, tac, tac. Donc là, effectivement, on voit bien ici que ça peut difficilement être un aleph, puisque le trait est dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc, bon, après, comme je vous dis, hein, on pourrait toujours essayer de faire des meilleures photos, d'examiner les fragments au microscope, etc., etc. Mais bon, à supposer que ce soit effectivement un aïn et pas un aleph, comment se fait-il qu'on a al plutôt que elle? Alors, il y a deux explications. Il y a la première explication qui consiste à dire, bah, parce que l'auteur, c'est bien al qu'il a voulu dire, c'est bien la proposition sur, voilà, et on va essayer de trouver une explication à ça. Ou l'autre explication, c'est de dire, bah, il a fait l'erreur, il a confondu al et elle. Et de fait, c'est intéressant de voir la confusion que vous avez faite, de dire ah oui, et donc et votre collègue qui a dit mais attendez, elle, ça s'écrit avec un aleph et pas avec un aïn. Et pourquoi on fait l'erreur? Parce qu'on prononce le aïn comme un aleph. Le aïn, normalement, est une gutturale un peu plus serrée. Al, comme ça. Et voilà. Donc, or, ce côté dur, cette gutturale un peu dure, on resserre bien la gorge, elle a tendance, là encore, à s'affaiblir, à s'amuir. Et donc, ce qui fait qu'au lieu de dire al, on dit al. Al, c'est-à-dire je bloque juste le passage de l'air. Al. Or, bloquer le passage de l'air, c'est le aleph.
Je le disais, le Aleph, c'est ça, le principe du Aleph. Le Aleph, c'est juste, je bloque, je fais voilà, j'ai juste bloqué le passage de l'air. J'ai pas fait voilà, ça c'est le Aïn, voilà, ça c'est le Aleph. Donc le Aleph et le Aïn, en principe, c'est pas pareil. Mais sauf que le Aïn, nous le prononçons comme un Aleph. Quand je dis nous, c'est pas juste vous et moi, hein. Vous allez en Israël aujourd'hui, en hébreu moderne, le Aïn est prononcé comme un Aleph. En hébreu moderne et aussi dans l'Antiquité. Comment je le sais? Là encore, les manuscrits. Vous avez des manuscrits où il y a une correction. Moi, je pense notamment à un manuscrit, je me souviens encore, où il y avait le chiffre 10. Vous savez comment on dit 10 en hébreu? SR. Ça s'écrit comment? Avec un ayin. SR. Aïe. D'accord? Et donc, effectivement, normalement, il devrait être écrit avec un ayin, sauf qu'il a été écrit avec un aleph, et il a été corrigé au-dessus avec un ayin. Donc, déjà, à l'époque, il y a 2000 ans, quelqu'un l'a écrit avec un aleph, et quelqu'un d'autre derrière le corrige en disant SR, ça s'écrit avec un ayin et pas avec un aleph. Donc on voit la correction sur le manuscrit lui-même. Quelqu'un qui a écrit avec un aleph, corrigé par un ayin derrière. Donc ça veut dire que déjà il y a 2000 ans, si quelqu'un avait écrit SR avec un aleph au lieu d'un ayin, c'est bien la preuve que lui aussi prononçait le ayin comme ça. Donc on le sait pour l'hébreu. On sait qu'il y a 2000 ans déjà en hébreu. En tout cas, dans certains milieux, il peut y avoir des accents différents. Je ne dis pas que tout le monde prononçait l'hébreu de la même manière il y a 2000 ans, mais en tout cas, pour le scribe qui avait copié ce manuscrit, et il n'est pas le seul, le haïn, et c'était à Mui. On le voit également dans d'autres langues sémitiques, l'acadien par exemple, etc. Voilà, on voit des langues sémitiques, on va dire au nord, on a plutôt l'impression qu'au nord, on a tendance à prononcer et puis quand vous allez au sud, donc même on voit bien en araméen, les différents dialectes araméens, entre l'araméen parlé dans le nord de la Syrie, en Babylonie, etc., et l'araméen parlé en Égypte, on voit des différences. Donc il y a une dialectologie et tout le monde ne parle pas de la même manière. Euh, En tout cas, le aïn s'est bien maintenu dans la prononciation quand vous allez en Arabie, typiquement. D'ailleurs, l'arabe est précieux pour ça parce que ça nous permet justement de voir de maintenir des différences de prononciation de phonèmes. Mais en tout cas, voilà. Donc, comme on sait que déjà à l'époque, il y avait tendance à ne pas prononcer le aïn voilà, très clairement, on peut imaginer que notre scribe ici ait effectivement voulu écrire Vayikra El Moshe et que elle, il se souvient plus si c'est un aleph ou un aïn, il a mis un aïn, ça se prononce pareil et basta et on n'en parle pas. Bon. Donc peut-être que c'est vraiment elle qu'il faut comprendre. Mais comme je disais tout à l'heure, l'autre solution, c'est de dire non, non, c'est bien la préposition al. Alors on dit ah bon, mais al, je parle sur. Quand on dit en hébreu parler sur, c'est à propos d'eux. Voilà, je vais faire une conférence sur tel et tel sujet. Donc en hébreu, quand on utilise la préposition al, en principe, qui suit un verbe qui veut dire dire, parler, etc., écrire, c'est non pas l'interlocuteur, mais c'est le sujet. Donc, Vaïkra et al Moshe, il l'appela à propos de Moïse. Bon, c'est pas terrible. Surtout que la suite du texte, on comprend bien que c'est bien Moïse qu'on appelle. Alors, al, autre solution en hébreu, al peut avoir un sens sur de domination. Il appela sur Moïse, c'est-à-dire je suis au-dessus de toi, je te convoque. Voilà. Donc il y a le côté de supériorité hiérarchique. Donc ça, on peut imaginer que ce soit ça le sens de Al à ce moment-là. Hein, donc l'idée de supériorité, même d'adversité. Hein, Al, c'est sûr, mais parfois c'est contre. Hein, on va se battre contre, on va attaquer une ville, on va sur une ville, c'est-à-dire on va l'assiéger, on va, etc., etc. Donc il y a une valeur adversative du Al aussi en hébreu. Donc on pourrait aussi imaginer ça. Il appelle, mais alors il n'est pas content. Attention, il va gronder Moïse. Bon. Donc tout ça, c'est des possibilités. Il y a encore une autre possibilité, c'est que Al, c'est d'aller voir du côté de la langue sœur de l'hébreu, qui est en l'occurrence l'araméen, et de tenir compte du sens de Al en araméen. Or, précisément, si vous allez voir du côté de l'araméen, quand vous avez le verbe dire ou parler, je parle à quelqu'un, ou j'appelle quelqu'un, eh bien, en fait, là où en hébreu vous avez la préposition el, en araméen, vous avez la préposition al. Et ça, c'est très fréquent en araméen.
Et donc, en fait, ça devient, donc, d'un point de vue syntaxique, c'est une syntaxe araméenne tout à fait classique, donc que l'interlocuteur soit, en l'occurrence Moshe ici, soit introduit par la préposition al. Alors vous me dites, mais d'accord, mais on n'est pas en araméen ici, on est en hébreu. Oui, on est en hébreu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hébreu, j'en ai parlé déjà la dernière fois, l'hébreu est une langue dont l'usage se réduit fortement après la destruction des royaumes d'Israël et de Juda. Il faut bien vous imaginer que quand vous êtes 1000 ans avant notre ère, peut-être pas 1000, on va dire 900, 800 ans avant notre ère, vous avez deux royaumes en 800 avant notre ère, Israël et Juda, qui couvrent un territoire relativement important, qui parlent une langue qui est l'hébreu, avec des variantes, quand vous allez voir de l'autre côté du Jourdain, du côté des Ammonites, des Moabites, etc., vous avez d'autres dialectes qui sont très proches. Au nord, du côté du Liban, vous avez les Phéniciens avec là encore. Donc vous avez un groupe de langues, qu'on appelle les langues canadéennes, qui est quand même parlé dans une ère géographique assez importante. Mais ces royaumes vont être détruits. Le royaume d'Israël va être détruit en 722 avant notre ère, le royaume de Juda va être détruit en 587. Et donc, les populations sont dispersées, déportées. On va avoir une diaspora à Babylone. Et ensuite, on nous raconte dans la Bible, Esdras Néhémie, à partir de l'édit de Cyrus, 539, tout ça, on va revenir. Mais ce qu'on constate, c'est que à l'époque, on est sous l'Empire perse. La langue officielle, c'est l'araméen. Donc, on a une documentation araméenne gigantesque. Et donc, tout le monde parle araméen. C'est la lingua franca, l'anglais de l'époque, si vous voulez, depuis l'Ouzbékistan jusqu'à pratiquement l'Éthiopie. Vous voyez, donc c'est sur des milliers de kilomètres, tout le monde parle araméen. Et de fait, les Judéens, eux aussi, vont parler araméen. Et à l'époque, on va avoir beaucoup, beaucoup de textes en araméen. Et si vous allez justement voir au tournant de notre ère, dans la vie de tous les jours, on écrit en araméen. Et les inscriptions qu'on trouve, on fait des fouilles archéologiques, les gens utilisent l'araméen pour la vie de tous les jours. Alors, ils continuent à parler hébreu, ils savent écrire en hébreu, ils savent même rédiger des textes littéraires en hébreu, il n'y a pas de problème. Mais dans la vie de tous les jours, ils parlent araméen. Et les deux dialectes sont très proches. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est comme si vous avez l'habitude de parler un dialecte, je ne sais pas, vous êtes alsacien, vous parlez l'alsacien, mais vous savez aussi parler le Hochdeutsch ou je ne sais pas quoi. Et puis, de temps en temps, même si vous essayez de parler une des deux langues, bah, voilà, vous allez glisser une petite variante dialectale de l'autre dialecte. Vous allez faire une petite construction. Voilà. Donc, comme c'est des langues assez proches, c'est assez facile de glisser et de passer de l'un à l'autre sans même s'en rendre compte, sans même se rendre compte qu'on a fait. Tout comme, par exemple, on peut faire des anglicismes. Moi, je ne sais pas. Moi, ça m'arrive de faire des anglicismes, d'utiliser parce que je suis américain aussi, et parce que des fois je raisonne en anglais, et que hop, à un moment donné, je me rends compte que j'utilise un mot français dans son acception anglophone, ou même j'utilise une préposition, puisque là on parle de préposition, elle ou al. Parfois, j'utilise la préposition qu'on utiliserait en anglais et pas en français. Bon, voilà. Donc ça m'arrive, voilà. Bon, ça m'arrive aussi. Donc en fait, on fait tous ça. Quand on jongle entre plusieurs langues et que ces langues sont, d'autant plus si ces langues sont proches, on peut assez facilement se faire avoir. Donc concrètement, on n'aurait probablement pas ce type de confusion entre hébreu et araméen 600 ou 700 ans avant notre ère, mais dans un manuscrit qui a été copié au tournant de notre ère, c'est tout à fait classique. Ok, on écrit en hébreu, mais en fait, dans la vie de tous les jours, on parle araméen. Et c'est vrai qu'en araméen, on met la préposition al plutôt que la préposition el. Donc voilà les différentes explications possibles pour la présence de cette préposition al ici, en tout cas de ce aïn au lieu de ce aleph. C'est de dire, donc, soit effectivement c'est un affaiblissement du aïn en aleph qui fait qu'il a écrit aïn, mais en fait il voulait dire aleph, ou bien il a effectivement utilisé la préposition al, mais dans un sens probablement tout simplement le même sens que la préposition elle, avec une influence, ce serait un aramaïsme si vous voulez, une petite influence araméenne ici, voilà, et qui n'a pas, voilà, qui mange pas de pain. Oui. Alors, il n'y a pas d'indication. Oui, la vocalisation, vous voulez dire, vous dites, on peut vocaliser elle ou al comme on veut. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous pensez que c'est la préposition elle,
Bon, de toute façon, quand on met de la vocalisation massorétique, évidemment, là, on a un problème d'anachronisme. Hein. Donc, c'est-à-dire que on est en train de mettre des points voyelles, un système de points voyelles qui a été créé 1000 ans plus tard. Voilà, sur un texte qui est 1000 ans antérieur. Donc là, il y a évidemment un anachronisme. Hein. Donc on est conscient que tout ce qu'on fait là, c'est de dire les massorettes, comment les massorettes auraient vocalisé tel texte. Voilà, c'est ça. Alors si on veut jouer vraiment... Pardon? C'est un peu artificiel. Vous avez parfaitement raison. C'est un exercice de style, mais qui nous permet justement de poser toutes ces questions. Toutes les questions qu'on est en train de voir, les questions de grammaire, voyez, on fait du vaïktol, le patar, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un cours d'hébreu avancé. Je sais que votre formation en hébreu ancien, c'est avant tout de l'hébreu massorétique, que votre intérêt est probablement pour la Bible, vous êtes dans une faculté de théologie, donc forcément, voilà, vous étudiez pas les langues sémitiques anciennes de manière générale comme on le ferait en fac d'histoire, mais avec un intérêt premier pour la Bible. Donc mon but, c'est de vous permettre de mieux comprendre la vocalisation massorétique. Et donc, de ce point de vue-là, ce qu'on fait là, ça va vous servir ensuite, même lorsque vous lirez votre Bible hébraïque, votre Bible massorétique, parce que quand vous verrez la cantillation des massorètes, ça vous paraîtra naturel, parce que spontanément, vous prendrez le pli de faire cette vocalisation vous-même. Deux, lorsque la vocalisation massorétique ne sera pas celle à laquelle vous vous attendez, vous dites, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils ont vocalisé comme ça et pas comme ça? Parce que normalement, c'est comme ça qu'il faudrait vocaliser. Et donc, ça vous permettra de prendre de la distance par rapport au travail des massorètes et de pouvoir critiquer le travail des massorètes. Donc ça, c'est ce qui va vraiment vous permettre de devenir des cracks, des gens très forts en hébreu massorétique. Alors, les massorètes se retrouvent confrontés à des problèmes comme celui-là, comme vous dites, ce côté un peu artificiel. C'est ce qu'on appelle les kérékétives en hébreu massorétique. Vous avez vu ça dans votre BHS ou dans votre, je sais pas, codex de Léningrad, n'importe quel. Les massorètes parfois disent, il faut vocaliser elle. Mais sauf que ce que j'ai écrit, c'est un haïn et pas un aleph. Et ben dans ces cas-là, les massorètes sont capables de vous dire, désolé, mais il y a une erreur dans le texte consonantique, c'est pas un haïn, ça devrait être un aleph, donc je mets quand même un ségol, comme si c'était un haïn au lieu un aleph au lieu d'un haïn, et je mets une petite note dans la marge en vous disant, c'est pas un haïn qu'il faut lire, c'est un aleph, ce qu'on appelle le kérékétif. Kétiv, alors ktiv, c'est de l'araméen, ça veut dire écrit, ce qui est écrit, c'est un participe passif araméen. Ce qui est écrit, c'est haïn lamed, et le cré, donc le kéré, le cré, ce qui est lu, c'est la préposition elle. Donc ça, c'est typique. Donc si vous voulez, on peut jouer, on peut aller pousser voilà, le rôle de massorette, la casquette des massorettes jusqu'au bout, et on peut dire c'est un kérékétif, le scribe a écrit un in, mais en fait c'est un aleph qu'il faut lire. Et à ce moment-là, je mets un ségol et je le justifie. Donc le jour de l'examen, si vous voulez jouer à ça, vous me le dites, et là, et vous mettez une petite note, la massora parva, comme on dit, donc les petites notes marginales, etc., etc. Donc voilà, comme vous voulez, dans tous les cas, il faut être capable de le justifier. Sachez en tout cas que si vous lisez la préposition ayin lamed, ça se vocalise avec un patar. D'accord? D'autres questions ou remarques? Si c'est un araméisme, ça devrait être récurrent quelque part dans le texte. Alors, la remarque, c'est de dire si c'est un aramaïsme, ça devrait être récurrent. On devrait le voir de façon récurrente. Alors oui, oui et non. C'est-à-dire, pas forcément de façon systématique. Il ne faut pas croire que les gens qui font des erreurs les font tout le temps. Cela étant, votre remarque est judicieuse dans le sens où on se dirait que ça n'est pas un cas unique. Et vous avez raison, en l'occurrence, ça n'est pas un cas unique. C'est-à-dire qu'on le voit dans des textes hébreux de cette époque-là, et des époques ultérieures, hein, d'ailleurs, parce que vous allez voir dans l'Antiquité tardive, au Moyen Âge, etc., typiquement la littérature rabbinique, hein, si vous faites de l'hébreu rabbinique, il y a vraiment des phrases où on a l'impression que la moitié de la phrase est en araméen, la deuxième est en hébreu, on bascule en permanence d'une langue à l'autre. On va mettre un mot hébreu mais avec une finale araméenne, etc., etc. Donc ça devient effectivement extrêmement fréquent à l'époque rabbinique. Et donc là, on n'est pas encore à l'époque rabbinique, mais voilà, on est dans une période de transition, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même à cette époque-là, au tournant de notre ère, le fait d'avoir la préposition al au lieu de la préposition elle, c'est classique. Voilà, c'est très classique. Mais là encore, comme je vous dis, la question c'est de savoir est-ce que c'est juste parce qu'il y a un amuissement du aïn que le scribe il pense à la préposition elle, mais il a oublié que ça s'écrit avec un aleph, ou bien est-ce que c'est un aramaïsme? Les deux explications sont parfaitement possibles et correspondent à deux phénomènes qui sont bien documentés à l'époque. Hein, comme je disais, SR écrit avec un aleph au lieu d'un aïn, etc. Donc voilà, donc c'est
les deux explications se valent, et évidemment, tant qu'on ne peut pas remonter le temps et dire, alors finalement, qu'est-ce que vous avez voulu dire là, on ne peut pas interroger les gens, donc là, on peut pas trop savoir. Ok, on continue. Alors, et ensuite le mot suivant, comment vous le vocalisez? Un problème, oui. Un ségol. Très bien. On a tout ce qu'il nous faut. C'est bon pour vous? Tout le monde est d'accord? Alors, il manque quand même le point du Chine. Hein, vous savez que les massorètes donc, mettent un point pour distinguer Chine et Sin. Euh, par rapport. Alors, et donc Moshe, c'est quoi? C'est Moïse. Bon, ça, tout le monde connaît. Par rapport à l'hébreu biblique, vous notez une différence? À l'hébreu massorétique ou le texte massorétique auquel vous êtes habitué? Il n'y a pas forcément le vav. Voilà, c'est ça. Effectivement, en général, Moïse est écrit sans mère de lecture vav en hébreu biblique. Cela dit, ça peut peut-être arriver. Alors, j'ai pas regardé, mais on peut vérifier ensemble. Le problème, c'est que si je demande de chercher toutes les occurrences de Moshe, euh, je vais avoir voilà, des 766 occurrences. Et donc, à moins de les faire toutes pour voir à quel endroit j'aurai un manuscrit avec un vav. Alors, cela dit, je peux aussi regarder dans un dictionnaire. Parfois, vous avez des dictionnaires qui prennent soin de vous dire s'il y a des orthographes différentes. Je regarde là Keller Baumgartner, le Halot. Bon, il vous dit pas. Il vous dit pas, mais il y a forcément quelqu'un qui s'est amusé à regarder toutes les occurrences et voir dans quel cas est-ce que c'est écrit. Alors, je peux voir un autre dictionnaire, BDB par exemple. Bon, euh, bon, ils n'en parlent pas. Et puis, j'ai encore un autre dictionnaire, le Kleins. Alors évidemment, il nous dit que lui, il signale la graphie avec un vav, mais il dit que c'est à Qumran. Voilà. Il dit que c'est à Qumran, donc voilà. Bon, et puis c'est tout. Donc effectivement, la nouveauté par rapport à ce à quoi vous êtes habitué, c'est que quand vous lisez le codex de Léningrad, hein, donc le texte massorétique que vous lisez habituellement, le Moshe est écrit sans mère de lecture vave, alors que là c'est le cas. Alors de manière générale, les manuscrits de la mer morte emploient plus facilement de mères de lecture, ça dépend lesquelles, hein, mais il y a une tendance à écrire un peu plus facilement les mères de lecture. On en met un peu plus, on va dire, que dans le codex de Léningrad, que dans le texte massorétique. Donc ça va être une tendance, c'est pas systématique non plus, mais effectivement, on voit une propension à utiliser davantage de mères de lecture pour notamment distinguer des cas où il pourrait y avoir une ambiguïté. On se dit, ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est tel mot ou tel mot? Avec le vav, bon. Là, dans le contexte, bon, c'était assez évident que c'était Moïse, mais bon, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir une ambiguïté. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous avez davantage de mères de lecture, ça arrive. Alors, ensuite, on reprend notre texte. Où est-il? Il est là. Donc, Vaïkra al-Moshe, donc il appela alors Moïse. Ensuite, qui veut continuer? Elohim, très bien. Ben voilà, donc ça, on va l'écrire. Alors, vous remarquez qu'il est entre crochets, hein. Et il est entre crochets. On lui a mis un vav ici, je vais le mettre. C'est toujours pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que entre crochets, on regarde la longueur de la lacune, hein, il y a un trou. Et donc, on se dit, est-ce que j'ai voilà. Donc, si là, typiquement, si j'écris Elohim, j'ai pensé que ça pouvait être Elohim parce que à la fin, il y a
Il y a un même mais qui est à peine visible, mais bon, on s'est dit, c'est normal, on imagine qu'il y a le verbe, le sujet, hein, il doit y avoir le sujet, alors ça aurait pu être le tétragramme, hein, Adonai, etc. Bon, voilà. Là, l'éditeur croit voir un même à la fin, et vu la longueur de la lacune, il pense qu'il y a de la place et que c'est plutôt Elohim, et même Elohim avec une mère de lecture, euh, avec une mère de lecture Vav. Très bien, vous le vocalisez comment? Avec un ségol, et puis le holem et un rirek. Elohim. Tout le monde est d'accord? Tout le monde a vocalisé ça? Je regarde aussi les étudiants à distance. Hein? Un chatef ségol. Ah ah! Au lieu de mettre un ségol, un chatef ségol. Alors pourquoi est-ce qu'on mettrait un chatef ségol plutôt qu'un ségol? Est-ce que vous avez une idée? Non? Enfin, je vous explique. Alors, là encore, c'est bien parce que c'est l'occasion d'apprendre les règles massorétiques. Ah, quelqu'un a ouvert son micro, veut dire quelque chose à distance? Non? Là, je voulais tout simplement dire que le Aleph, il ne peut pas prendre le cheval. Le Aleph ne peut pas prendre de shva. Oui, c'est vrai, mais alors pourquoi, d'accord, et pourquoi on voudrait lui mettre un shva? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, Donc, donc je ne sais pas, j'ai très bien. Alors, donc, effectivement, donc les deux remarques sont justes. On va avoir en hébreu, euh, l'accent en général est sur la dernière syllabe, d'accord? C'est la règle, la norme, on va dire. En général, le plus souvent, l'accent tombe sur la dernière syllabe. Elohim, voilà. Donc c'est le him à la fin, dernière syllabe. Him, ça c'est la dernière syllabe, c'est elle qui va prendre l'accent, d'accord? Donc ça c'est la règle la plus classique en hébreu, pas toujours le cas, mais de base, on va dire, c'est la dernière syllabe qui est accentuée. Et l'avant-dernière syllabe, d'accord? Elle, elle va, elle va tomber. La voyelle va tomber. Donc, la syllabe, la voyelle antéprétonique tombe. D'accord? Donc ça, je vais vous l'écrire. En hébreu, la voyelle antéprétonique tombe. Donc ça, c'est une règle générale. Il y a des exceptions, il y a des cas où c'est pas le cas, etc. Mais retenez comme règle générale que la voyelle antéprétonique tombe. Je dis bien en hébreu. En araméen, c'est la prétonique qui tombe, par exemple. Les règles ne sont pas les mêmes en araméen. Mais en hébreu, c'est l'antéprétonique qui va tomber. D'accord? La voyelle antéprétonique tombe. Donc il y a la voyelle tonique, ça c'est le him. Il y a la prétonique, l'o, et l'antéprétonique, est. D'accord? Donc, on va vouloir faire tomber, donc ça c'est la voyelle antéprétonique, donc effectivement on va vouloir mettre un shva. Donc normalement on devrait mettre, il est où? Ah non, il faut que je mette en hébreu, voilà. Normalement on devrait mettre ça. Alors la voyelle antéprétonique tombe, soit dit en passant, vous pouvez me demander quelle est cette voyelle d'ailleurs qui est tombée. Alors, parce que si elle est tombée, c'était quoi la voyelle de base? Alors c'est pareil, c'est là qu'on fait de l'étymologie. Pour information, donc la racine en hébreu, c'est, donc vous avez la racine Aleph, Lamed, He. Le He fait partie de la racine, il est consonantique le He. Hein. Donc vous avez la racine He qui va avoir comme voyelle primitive un I et un A. Il a. Ça, c'est la vocalisation primitive de ce terme. Il a. C'est en arabe, c'est encore le cas. Hein, il a. D'accord? Il a, ça veut dire Dieu en arabe. Hein, donc voilà, c'est Dieu. C'est ça qui veut dire Dieu. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pardon, c'est un allon. Il a. Donc vous avez un allon. Il a. Qu'est-ce qui va se passer? Donc,
Vous vous souvenez, l'astérisque, ça veut dire c'est le proto-sémitique, hein, c'est une forme antérieure. Dans les langues cananéennes, vous allez avoir un déplacement. Les halons deviennent des O en hébreu. Je ne sais pas si vous le saviez, vous en avez parlé, non. Donc, dans les langues cananéennes, donc on appelle ça le déplacement cananéen, donc c'est l'hébreu, le phénicien, etc., etc. Ça va donc donner une forme îlot. Vous allez avoir un O à la place. Le halon devient un O. Donc c'est pour ça que vous allez dire shalom en hébreu avec un O, alors vous allez dire salam en arabe avec un halon. Le halon en arabe de salam devient un O en hébreu. OK? Et puis ensuite, vous allez mettre au pluriel. Donc vous allez avoir Elohim. Donc c'est ça qu'on voudrait avoir. Idéalement, on voudrait avoir un I. Alors je vais mettre encore un astérisque parce qu'il nous reste encore une chose à faire. L'accent va donc être sur le I final. D'accord? Elohim. Donc ça, vous avez la syllabe finale qui est accentuée, la syllabe tonique, comme on dit, la syllabe prétonique, lo, et la syllabe antéprétonique, c'est I. Et donc là, on va vouloir mettre donc un shva, elle va tomber lohim. D'accord? Lohim. C'est ça qu'on va vouloir mettre. Normalement, on voudrait mettre un shva. Elohim. Un petit shva. Mais, effectivement, comme ça a été signalé par Haja, si j'ai bien vu son nom, qui est donc à distance avec nous, le Aleph ne garde pas un shva simple. Le Aleph n'aime pas le shva simple. À partir du moment où je bloque le passage de l'air, bon, voilà, on n'aime pas le shva simple. Donc on va colorer le shva. Et comme on va colorer le shva, ça va donc donner la forme que vous avez, c'est-à-dire vous allez le colorer à l'aide. Mince, attendez, j'ai perdu mon curseur. Voilà. Vous allez le colorer à l'aide d'un Khatef Segol. Voilà. Donc c'est ça que vous allez avoir en hébreu, Elohim. Khatef Segol. Hop. OK? Et par ailleurs, vous allez avoir une mère de lecture Vav, mais là c'est pareil, les mères de lecture, bon, voilà, ça c'est à la discrétion du scribe de les mettre ou de pas les mettre. Ou à la discrétion de l'éditeur qui a un trou et qui se dit ah là, vu la taille de mon trou, je vais mettre une mère de lecture, ça va me permettre de voilà, c'est une solution bien commode. Est-ce que c'est bon pour vous là? Je sais que c'est des choses peut-être un peu nouvelles pour vous, mais bon voilà, c'est un cours d'hébreu avancé, hein, vous êtes des grands maintenant. Donc n'hésitez pas. Est-ce que cette explication, est-ce que vous avez suivi le raisonnement, le développement? Voilà. On part de l'étymologie, la racine proto-sémitique, triconsonantique, aleph, lamed, he. On part de la vocalisation primitive, un i et un halon. Et puis, on regarde ce qui se passe. Dans les langues cananéennes, le halon devient o. Ça, c'est systématique. Et par ailleurs, l'antéprétonique va tomber. Et donc, le i va tomber et on va colorer le shva du timbre qui correspond au plus près de la voyelle. Le problème, c'est que vous n'avez que 3 shva colorés en hébreu massorétique. Vous avez Khatef Segol, Khatef Patar et Khatef Kametz. Et donc, en fait, en fonction de la voyelle qui tombe, vous allez chercher la coloration qui est la plus proche. Il n'y a pas de Khatef Rirek, voyez. Donc, quand on part des voyelles, vous voyez le petit schéma vous connaissez le schéma des voyelles, hein, des timbres voyelles, en fonction de l'ouverture de la bouche. Je vous le refais quand même au cas où. J'écris avec ma souris, ce qui n'est pas très pratique. Mais donc, vous avez le Rirek, ici,
Donc, voyelle, la mâchoire fermée, I, d'accord? Ensuite, vous avez le serré, le serré. Ensuite, vous avez le ségol. Voilà, c'est pas évident de le faire comme ça, mais on va y arriver. Le ségol, vous avez le patard, A. Donc, vous ouvrez la mâchoire au fur et à mesure. I, E, A. Ensuite, vous avez le kametz, A, qui ressemble à un A un peu comme ça ouvert. Ensuite, vous avez le cholem, O. Et puis, enfin, vous avez le OU, kibbutz, OU. Donc là, vous avez ce mouvement de la mâchoire, I, on a des voyelles fermées, I, et on ouvre progressivement I, E, A, et vous repartez dans l'autre sens, O, OU. I et A, OU. Donc ça, c'est le mouvement. Et donc, ça, c'est les 7 voyelles massorétiques. Je vous avais montré la dernière fois qu'il y a d'autres systèmes de vocalisation, vocalisation babylonienne, etc., où il y a moins de distinction entre différents timbres de voyelles, où il n'y a pas de coloration du schwa, on met un schwa et puis c'est tout. Si vous voulez le colorer, faites-le, mais voilà. Donc, le système massorétique est un système très développé. C'est le système le plus développé de vocalisation, puisqu'on va distinguer 7 timbres de voyelles et 3 colorations de schwa. Et comme je disais, au niveau du schwa, vous allez avoir que 3 schwa colorés. Vous allez avoir le Khatef Ségol, vous allez avoir le Khatef Patar, et vous allez avoir le Khatef Kametz. D'accord? Donc, quand vous faites tomber une voyelle, et que vous mettez un shfa, et que vous devez colorer le shfa, vous allez chercher le shfa coloré qui est le plus proche de ce que vous cherchez à faire. Je vois que ça apparaît mal sur mon écran. Je vais le mettre peut-être sous un... Attends, comment on va faire ça? Bon, je vais mettre un Aleph. Je vais mettre le Aleph parce que là, je vois que ça s'affiche mal. Je vais le mettre sous un Aleph. On va mettre là comme ça. Voilà. Donc ça, vous avez donc ces 3 timbres. Et donc ici, le I tombe. Et donc, je vais chercher le shfa coloré qui est le plus proche. C'est le Khatef Ségol. C'est pour ça qu'on met Elohim. C'est bon pour vous? Pas de questions? Oui? Normalement, cette voyelle, elle devrait réapparaître dans certaines circonstances. Elle devrait quoi? Réapparaître, ce I. Oui. Réapparaître dans des groupes composés ou dans des... S'il est en situation où il n'est pas obligé de tomber, il ne va pas tomber. Mais on va en parler, même au singulier, on dit Eloah. Et si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi. Mais là, il faut qu'on arrête, c'est l'heure. Malheureusement, on arrive déjà au bout de l'heure et il y a un cours qui commence juste après. Donc, on va devoir libérer la salle. Mais si vous voulez, on reprend là où on a été à la prochaine séance, qui est tout à l'heure, je crois, c'est ça? Cet après-midi, voilà, c'est ça. Donc, on se revoit tout à l'heure. Donc, voilà. Bah, écoutez, voilà. Bonne fin de matinée, bon appétit. À tout à l'heure.